Bienvenue Stop Invest, la chaîne des tops d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur Arch Capital Group? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Je rappelle que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. C'est une demande d'un abonné Top Premium. Donc, on va aller très rapidement. La première chose que je veux souvent regarder, c'est, enfin, hormis le revenu, etc., je veux voir à peu près quel type d'entreprise on a ici. Est-ce que dans quel secteur on est et dans quelle industrie on opère présentement. C'est le secteur financier. Et comme industrie, on a assurance. Quand on parle d'assurance, il y a plusieurs types d'assurance. Dépendamment du type d'assurance, on va savoir à peu près comment se comporter. Ici, c'est essentiellement l'assurance dommage, donc tout ce qu'on appelle assurance PSC, Property and Casualty, et c'est de la réassurance. Une fois que j'ai ces deux éléments-là, je sais une chose, c'est que je ne vais pas avoir tendance à payer plus que le book value de cette compagnie. OK? Et je dois également vérifier une chose. Une compagnie d'assurance rapporte de l'argent de deux façons. Les revenus ici des primes, issus des primes, d'accord, ainsi que les revenus issus des bénéfices liés aux investissements. D'accord? Donc, elle a un portfolio investissement ici. Et également, quand elle récupère de l'argent ici au niveau des primes, moins enfin, qu'on appelle généralement les premiums, moins les indemnisations, d'accord, il va lui rester à peu près quelque chose qu'on va combiner aux revenus ou bien aux bénéfices issus ici des investissements. Ça peut être des dividendes ou bien des intérêts sur les prêts, d'accord. Donc, il faut toujours aller regarder en profondeur. Les assurances, c'est comme les banques, c'est comme des rates, c'est essentiellement l'étude du bilan. C'est très important. OK, il faut également voir comment est positionné le portfolio d'investissement. OK, est-ce qu'on a un gros pourcentage en actions ou bien en obligations? D'accord. Si c'est en obligations, quel type d'obligation, quelles sont les notes de ces différentes obligations-là? Quel est le pourcentage ici d'obligations en investment grade, etc. OK? Donc, il y a beaucoup de questions à poser. Et les agrégateurs comme Coifin, Yahoo Finance, Zone Bourse, ou bien d'autres agrégateurs ici que je n'ai peut-être pas cités, comme peut-être Investing, ce genre de choses-là, ils ne sont pas outillés pour les compagnies, pour les rates ou bien pour les, les compagnies d'assurance ou bien encore pour les bancaires. Parce qu'ici, on a besoin de ratios spécifiques, comme par exemple ici le fameux combine ratio. Vous ne pouvez pas regarder une compagnie d'assurance sans regarder le combine ratio, d'accord? Donc, quand on parle ici de Arch, OK, Arch Capital Group, on prend ça. Et ce qui va m'intéresser au niveau des financials, c'est surtout le combine ratio combiné comme vous voulez ici. Où est-ce qu'il va se trouver? Je vais le prendre ici en annuel. Très bien. Et où est-ce qu'on va aller le chercher? Le combine ratio, il est quelque part là. On va le trouver. Alors, où est-ce qu'il est situé? Alors, Key Metrics. Je vais finir par le trouver. Il est quelque part ici. Je pense que j'ai juste oublié. Voilà, il est là. Le combine ratio. Je vous le mets en français. D'accord? Mais ça va mot à moter, d'accord, si je peux le dire comme ça. Donc, ça mesure la rentabilité utilisée par une compagnie d'assurance pour indiquer son rendement dans ses opérations quotidiennes. Le ratio combiné est calculé, en fait, c'est surtout le calcul qui m'intéresse, en prenant la somme des pertes et dépenses encourues, puis en les divisant par les primes acquises, ou donc calculé comme dépenses d'exploitation totale divisé par prime nette acquise. Alors, faites attention. Pour signer un contrat d'assurance, etc., il y a des dépenses derrière. OK? Ça prend jamais beaucoup d'argent. Ça prend jamais beaucoup d'argent. C'est du marketing, etc. Bof. Il y a beaucoup d'éléments derrière. OK? Donc, on prend ces dépenses-là, plus les primes nettes. C'est quoi les primes nettes? D'accord? Enfin, on prend les primes nettes, moins enfin, quand on dit moins les dépenses, donc on prend ici les dépenses d'exploitation divisées par les primes nettes. Au niveau des primes nettes, qu'est-ce qu'on a? Prime net ici égale quoi? Prime net ici égale premium, d'accord? Moins les sommes qu'on a dépensées pour dédommager certains de nos clients. OK? Donc, quand on a ce ratio-là, on prend dépenses d'exploitation divisées par le ratio des primes nettes.
généralement, on veut trouver quelque chose qui est en dessous de 1, ok, ou en dessous de 100%. Ça veut dire que même après avoir pris tous ces éléments-là en compte, l'entreprise fait de l'argent. Ok? Donc, quand on enlève ici, quand on prend ici dépenses d'exploitation totale divisé par prime nette, on trouve un ratio inférieur à 1. D'accord? Inférieur à 1. Donc, plus on se rapproche du 0, mieux c'est. Donc, ça sera situé entre 0 et 1. Et ce qui est important, c'est de regarder l'évolution du combine ratio dans le temps. Ça peut vous donner une idée générale de la façon dont l'entreprise ici gère son risque. C'est essentiellement la gestion des risques, comme les bancaires. Comme vous pouvez le voir ici, le combine ratio de cette compagnie, très rarement allé au-delà de 100. OK? Il est toujours resté aux alentours ici on va se dire, des 90%. OK? Donc, pour chaque $100 de prime nette, OK, ils gagnent à peu près, ils arrivent à mettre de côté $10 en bénéfice net. OK? C'est une bonne chose. Si le combine ratio est supérieur à 1, ce qui va se passer, c'est que l'entreprise aura tendance à aller puiser dans les caisses. OK? L'entreprise aura tendance à aller puiser dans les caisses. Et quand on puise dans les caisses ici, on réduit le portfolio d'investissement. Donc, il faut faire très attention. Donc, l'entreprise doit toujours avoir la structure des premiums de la compagnie ici, doit toujours être ici en adéquation ici avec le risque potentiel. D'accord? Donc, ça ne veut pas dire ici que parfois on n'aura pas des combine ratio plus élevés. Donc, ça peut arriver. C'est pour ça qu'il faut souvent aller regarder les éléments exceptionnels et surtout regarder la tendance dans le temps. Quand on est une entreprise qui a tendance à avoir des combine ratio ici de 90%, et quand du jour au lendemain, se retrouve à avoir un combine ratio aux alentours de 80%, ça prête à attention. Qu'est-ce qu'on fait en date d'aujourd'hui qui permet à ce qu'on gagne beaucoup d'argent? Est-ce que c'est parce que le portfolio d'investissement s'apprécie? Ce genre de choses. Regardez à peu près le combine ratio ici trimestriel. Il est aux alentours des 80, n'est-ce pas? C'est très, très différent de ce qu'on avait eu précédemment. Et déjà, il faut vous dire une chose. Arch Capital est une compagnie très particulière. Elle a tendance à avoir... je ne dirais pas que c'est l'assureur ici de dernier recours, mais elle a tendance à assurer des gens que d'autres compagnies d'assurance refusent. Donc, elle a tendance à assumer des risques que les autres vont peut-être refuser d'assumer. Comme par exemple les entreprises, si vous voulez assurer votre maison et que votre maison est située dans une zone qui a été sinistrée plusieurs fois ici, qui est très... où la probabilité on dirait pas, je ne parle pas d'ouragan ici, mais la probabilité ici pour qu'un ouragan frappe cette zone-là est très élevée. Si c'est le cas, d'accord, l'assurance ici aura tendance à demander une prime très élevée pour assurer vos maisons. OK? Et parfois, ça n'en vaut juste pas la peine. OK? Tant qu'il n'y a pas de désastre naturel ici, ça va. Mais si ça arrive, j'espère que l'entreprise ici a les reins solides pour pouvoir à peu près assumer les charges liées au dédommagement. OK? Donc, c'est très important. Donc, c'est bien d'avoir un combine ratio qui est bas, mais c'est souvent important de savoir pourquoi est-ce qu'il est bas. Est-ce que c'est parce que les primes ont augmenté? Mais il faut d'abord vous dire ici que Arch a tendance à être plus, je ne dirais pas plus risqué, mais plus entreprenante que les autres compagnies d'assurance. Pour le moment, ça lui réussit très, très bien. Une fois que j'ai parlé du combine ratio de manière sommaire, parce que je vous dirais ici qu'ici, on a juste brossé, on est juste passé en surface. Compagnie d'assurance, vous savez que vous devez regarder le combine ratio. Ce n'est même pas une discussion. Si vous ne le faites pas, vous n'êtes pas en train d'analyser quantitativement cette compagnie-là. OK? Donc, on regarde les revenus. Revenus ici croissants, très très bien. La question qu'on se pose toujours, c'est le pourquoi. Est-ce que acquisition ou c'est de manière organique? Ici, on va se dire que c'est vraiment... On ne dirait pas que c'est un mix des deux, mais je pense que c'est plus organique. Donc, on signe des contrats de plus en plus... On signe des contrats de plus en plus de contrats. On va le dire comme ça. Ou bien on augmente les prix de plus en plus. OK? On regarde ici la marge brute qui a plutôt tendance à rester stable. Donc, les volumes ici d'affaires augmentent plutôt. Ensuite, on va regarder ici les bénéfices nets. C'est une compagnie d'assurance, donc je ne vais pas aller regarder les free cash flow. OK? Elle ne vend pas à crédit. On paye direct cash. OK? Donc,
on aura tendance à regarder les bénéfices nets. Et les bénéfices nets ici en termes de volume et en termes de pourcentage. Vous constatez quoi? Au niveau des pourcentages, au niveau des volumes, on a tendance à avoir une accélération sur les dernières années. On a fait une acquisition aux alentours de 2017 ici, donc on peut se dire que ça a eu une influence sur 2018 et 2019. Donc on a une accélération ici à partir de fin 2022 à aujourd'hui. Pourquoi? Je vous ai dit qu'elle rapporte de l'argent de deux façons. Les primes et le portfolio d'investissement. Et quand les taux d'intérêt augmentent, le portfolio d'investissement a tendance à bien se comporter parce qu'elle est essentiellement investie en obligations. Vous voyez? Donc ça peut avoir un impact positif. Mais ça, ce n'est pas durable. Par rapport à la conjoncture actuelle, c'est bien, mais on ne peut pas l'extrapoler sur 10, 20, 30 ans. Faites très attention à partir d'ici. OK? Ensuite, on va aller regarder le net income ici en termes de marge. En termes de marge, vous voyez que c'est plutôt stable. Sur les 10 dernières années, on a à peu près des marges de 18%. Sur les 20 dernières années, 17,43%. On reste plutôt sur la moyenne. Donc, vous constatez ici qu'aujourd'hui, on est à 23%, mais ce n'est pas la première fois qu'on atteint du 23%. Ça a tendance à fluctuer. OK? Donc, il faut faire attention également ici. Après, on va regarder le niveau de... Je peux regarder ici l'EBITDA, même si ce n'est pas une métrique que j'aime bien. J'aime pas trop cette métrique-là sur les compagnies d'assurance. Mais voilà, on a également une certaine stabilité ici. OK? Donc, la pandémie étant passée par là, on a une certaine stabilité. Ensuite, je vais regarder le niveau de dette nette. Moi, j'aime bien sur les compagnies d'assurance comparer la dette nette avec les bénéfices nets. OK? Alors, quand on regarde la dette nette ici, on a à peu près 1,870 milliard. Par rapport aux bénéfices nets actuels, on a à peu près, je dirais, il faut toujours prendre la moyenne, parce que dites-vous que ces bénéfices nets ne vont peut-être pas durer. OK? Donc, si on les prend par rapport à ces bénéfices nets, si elle a les moyens de repayer les bénéfices nets ici en un an, OK? En moins d'un an. Donc, c'est une bonne chose. Alors, au niveau de l'évaluation, sans oublier qu'il faut prendre également le return on equity, etc. Parce que le return on equity est important pour les compagnies financières. OK? Parce qu'elles sont essentiellement liquides. Et pour une compagnie d'assurance, c'est bien de regarder le return on equity, mais le return on tangible equity, c'est souvent mieux. Et quand on prend celui-ci, on va prendre le return on equity parce que c'est la seule métrique qu'on a sur Coifin, mais ça nous donne déjà une idée générale. J'aime bien les entreprises qui sont à peu près aux alentours de 10% et plus. Et regardez surtout l'historique, c'est surtout l'historique qui est important. Si vous avez une entreprise qui a l'habitude d'avoir du 9% en moyenne et que subitement on se retrouve à avoir du 20%, du 15%, commencez à faire attention. Et comparez-la également à ses compétiteurs, ceux qui font la même chose, qui offrent à peu près le même type de produits d'assurance. Faites très, très, très attention. OK? Il ne faut pas les comparer uniquement. Il ne faut pas prendre une compagnie d'assurance dommage ici, aller la compagnie ici, une compagnie ici d'assurance santé, on va le dire comme ça. Même si parfois on a des assurances ici multiligne, également une partie asset management, etc. Bref, il faut toujours rentrer en profondeur. Donc ici, on a d'habitude d'avoir 10% et plus. Sur les 10 dernières années, on est à peu près à 10%, 10,76. Sur les 5 dernières années, nous avons 12,40. Et sur les 3 dernières années, nous avons 15%. Donc, ça veut dire que sur les 3 à 5 dernières années, qu'est-ce qu'on fait d'exceptionnel ici? Il faut aller vérifier. Mais de toutes les façons, quand je regarde ici, je peux déjà voir qu'elle respecte nos conditions à être aux alentours de 10%, sinon plus que ça. OK? Certaines périodes ici, ce n'était pas le cas. C'est toujours bien d'aller vérifier pourquoi. Parce que ce qui s'est passé à ce niveau-ci pourrait revenir. D'accord? Alors, maintenant, vu que je sais à peu près quel type de compagnie d'assurance nous avons ici. Nous avons une compagnie de réassurance. Réassurance, c'est l'assureur des compagnies d'assurance. OK? Donc, pour se protéger de temps en temps, une compagnie d'assurance va parfois également elle-même s'assurer. OK? Donc, c'est bien, c'est un business qui est bien, mais également c'est un business qui est également très risqué. Parce que déjà, assurance, c'est risqué. Et si tu dois assurer une compagnie qui doit d'abord elle-même déjà gérer son propre risque, il faut déjà avoir une bonne idée du risque que cette compagnie-là supporte en date d'aujourd'hui. OK? Donc, ici, en termes d'évaluation, je ne vais pas avoir tendance à payer plus que le tangible book value de cette compagnie. Et encore, je vais privilégier d'abord est-ce que les actifs tangibles nets
en termes de volume augmente. Ici, c'est le cas. J'aime ça. Privilégier essentiellement les entreprises qui ont tendance à augmenter les actifs tangibles ici, net par action. Enfin, pas par action, mais en termes de volume déjà. Et après également, vous allez regarder par action. Ça peut être influencé par le nombre d'actions ici. OK? Donc, quand on regarde ici le tangible book value per share, il a également tendance à augmenter. Et vous pouvez également voir ici, il peut augmenter soit parce que les actifs tangibles nets augmentent ou parce que la compagnie ici et le nombre d'actions est en train de diminuer. Alors ici, vous voyez que sur les dernières années, on a plutôt un nombre d'actions assez stable. Alors, et je suis plutôt bien content qu'on ait des actions assez stables ici, parce que c'est une entreprise qui, selon moi, même sans terminer, je peux déjà vous dire qu'elle est une compagnie qui sera surévaluée. OK? La conjoncture actuelle est juste très bénéfique pour elle. OK? Donc, quand on prend ici le tangible book value de cette compagnie, par rapport au prix, le marché paye généralement combien de fois les actifs tangibles nets par action? En moyenne. Je dézoome un tout petit peu. Vous constatez ici que le marché paye généralement à peu près 1,2 fois les actifs tangibles nets par action. En moyenne. OK? C'est vrai que la croissance ici joue également, à prendre en considération, mais il faut toujours prendre la croissance des bénéfices nets, pas juste la croissance des revenus. Je pense que j'ai fait une vidéo où on a parlé ici de la différence entre les deux. OK? Maintenant, on va prendre en considération ici, au niveau de l'évaluation, je préfère prendre les actifs tangibles nets par action. 1,2. OK? C'est la moyenne, même si je préfère 1. Donc, c'est-à-dire que si aujourd'hui, je paye 2,3 fois les actifs tangibles nets par action, c'est plus élevé que ce que que le marché a tendance à payer. On a tendance à se rapprocher de la moyenne. Ce n'est pas la première fois qu'on touche les 2 fois les actifs tangibles par action. OK? Tant mieux si les actifs tangibles augmentent année après année. Mais il vaut déjà mieux les acheter à un prix qui n'inclut pas une certaine croissance. OK? Donc ici, idéalement, pour moi, cette compagnie-ci pourrait être intéressante aux alentours d'une vingtaine de dollars. Une quarantaine de dollars. OK? Une quarantaine de dollars, ça pourrait déjà être assez intéressant. Si on prend ici le 36,85 multiplié par 1,2, ça donne combien? 44,22. OK? Ça fait 44,22. D'accord? Donc, le 44,22 ici, c'est ce que je pourrais être prêt à payer en date d'aujourd'hui. OK? Si vous la prenez du point de vue PER, d'accord, n'oubliez pas une chose. Toujours aller vérifier pourquoi est-ce qu'elle gagne autant d'argent en date d'aujourd'hui. D'accord? Parce que quand on va regarder ça du point de vue PER, on va constater quoi? On a des PER ici aux alentours de... Voilà, ça sera aux alentours ici. Le marché a tendance à payer près de 11 fois les bénéfices, 11 à 12 fois les bénéfices par là. OK? Donc, si c'est le cas, je ne vais pas prendre les bénéfices nets actuels. Non. Ils sont à 23%. D'habitude, on est à 17% et poussière. En sous-entendant même qu'on garde le même niveau de revenus. Ça, je suis en train d'exagérer. Je le fais comme ça de tête, tout en sachant que j'aurais tendance de toutes les façons à payer uniquement aux alentours de 1,2 fois les book value. Mais ici, si on prend à 17 fois les bénéfices, 17% ici de ce revenu-ci, et ça prend comme condition que les revenus restent à ce niveau. OK. Multiplié ici par 12 fois les bénéfices, 12,7 fois sur cette longue période de temps. Bon, je vais prendre 12 fois les bénéfices, ça reste un rendement. Ça fait 25 969. Divisé par, on doit enlever la dette nette ici, mais bon, je vais laisser ça de côté parce que la dette, elle peut repayer la dette nette ici en un an, uniquement avec ses bénéfices nets. Divisé par le nombre d'actions. Le nombre d'actions ici, qu'est-ce qu'on a? On a à peu près 378, divisé par 378. Ça nous donne à peu près 70 dollars. 69 dollars. Donc, si on la prend ici du point de vue bénéfice net, on serait prêt à payer le 70 dollars en question. Mais comme je vous l'ai dit, les compagnies d'assurance, je ne fais pas confiance à ces entités-là. OK? Même si le management est déterminant, parce que c'est une compagnie sur laquelle il faut juger à peu près la qualité du management. Et la qualité du management, c'est assez subjectif.
Très souvent, ça se mesure. Il y a des éléments quantitatifs pour vous donner une idée générale, mais il faut toujours également comparer par rapport à ce qu'on a sur le secteur d'activité, donc comme le ROE, le combine ratio, ce genre de choses-là. Vous allez regarder ça. Si une entreprise a tendance à avoir un combine ratio moins élevé que l'ensemble des entités dans son secteur d'activité, elle a quelque chose d'assez, c'est-à-dire qu'elle gère bien les coûts ou bien les risques également. Si elle a tendance à avoir un ROE assez élevé, c'est également une bonne chose. Si elle a tendance à avoir un couplé d'un tangible book value qui augmente, c'est une bonne chose. Donc, je serais assez prudent aujourd'hui en l'attendant aux alentours de 44 $. OK? Celui qui décide de l'acheter au prix actuel, c'est sous condition qu'on garde le même niveau de marge, le même niveau de bénéfice, le même niveau de revenu. Et comme vous l'avez vu ici, je ne suis pas très confiant qu'on reste à peu près à ce niveau de revenu là, de marge. OK? Au niveau du revenu, il n'y a pas de souci, c'est possible. Mais au niveau des marges, ça va être un peu sport. OK? Donc, n'hésitez pas à vous plonger. C'est une entreprise assez intéressante. Hein? Sérieusement, c'est une entreprise assez intéressante. N'hésitez pas à aller regarder les rapports financiers ici. OK? Histoire de vous faire votre propre idée. Comme moi, je l'ai dit, ça reste une belle entité. Et qu'est-ce qu'elle va faire avec ce cash? C'est important. Est-ce qu'elle rachète les actions ou elle paye un dividende? Il me semble qu'elle rachète ses actions. Donc, elle ne paye pas un énorme dividende ici. C'est une bonne chose si elle rachète ses actions, même si sur les dernières années, elle ne l'a pas trop fait. Donc, sur les dernières années ici, elle les a rachetées assez timidement, mais c'est quand même là. On a quand même un léger rachat d'actions. C'est une bonne chose. Donc, moi, comme je l'ai dit, j'attendrai une quarantaine de dollars ici avant de prendre une décision d'investissement. D'accord? En tout cas, ça, c'est moi. Maintenant, vous faites ce que vous voulez, mais n'investissez jamais sur une compagnie d'assurance sans lire les rapports financiers en profondeur, sans avoir à peu près une idée générale de la qualité du management. OK? Un like, un abonnement, un commentaire, ça fait toujours plaisir. On se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo. N'oubliez pas, en lien dans la description, vous avez la top newsletter. Merci.